Souviens-toi que les jours passent sur toute chose. Estompent les actions, effacent les œuvres et font mourir les souvenirs. À l'exception de ce qui fut gravé dans le cœur des hommes par l'amour, et qu'ils transmettent de génération en génération. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la préservation des médias. Pour résumer brièvement, ce processus a pour but de sauvegarder tout type de médias, afin de les conserver pour les générations futures. Si vous traînez sur internet depuis quelque temps, j'imagine que vous avez déjà tenté de retrouver peut-être un vieux jeu de votre enfance, un film peu connu, un site particulier, ou même, qui sait, une bonne grosse vidéo de cul. Et il se peut que vos recherches n'étaient pas toujours couronnées de succès, vous laissant avec de vagues images d'un média oublié qui continuera à vous hanter jusqu'à la fin de vos jours. La préservation des médias veut résoudre ce problème en archivant tout ce qui est possible, et ça a une importance plutôt capitale, à mes yeux. C'est une des raisons qui me pousse d'ailleurs à vous parler de vieux jeux un peu obscurs ou d'expériences indé inconnues, car l'idée même de perdre à jamais le travail d'un ou plusieurs artistes qui ont façonné mon imaginaire et ma vie me terrifie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un jeu qui a tous les risques de tomber dans l'oubli. Un jeu qui a paradoxalement tout à fait sa place en tant que culte classique du survival horror. Un titre qui, de mon point de vue, mérite de trôner fièrement comme un pionnier du genre au même rang que Resident Evil ou encore Silent Hill. Une expérience teintée d'action mélangeant bon nombre d'influences absolument folles pour nous donner un jeu novateur et plutôt incroyable, qui mérite amplement qu'on le mette en haut du panier. Une création avec une descendance folle, partageant de manière canonique l'univers de Blair Witch. Oui, ce Blair Witch. Et ayant permis la création de la saga Blood Rain. Rien que ça. Ce jeu, ce titre, cette expérience, cette création artistique, c'est Nocturne. Nocturne est un jeu d'action-aventure / survival horror sorti en 1999 sur PC, développé par Terminal Reality et publié par Gathering of Developers. Le jeu se veut très inspiré de shows tels qu'X-Files, la 4ème dimension, ou même de manière plus éloignée, Twin Peaks, nous contant une histoire décousue sous forme d'anthologie se déroulant sur une vingtaine d'années, d'environ 1920 à 1942 pour être plus précis. Le titre nous place dans la peau de l'étranger, ou Stranger en VO. Un homme badass, froid et calculé, au talent de tueur certain et au background flou, voire inconnu. Il est engagé depuis des années par l'organisation secrète Spook House, créée par Theodore Roosevelt lui-même en 1902. Le but de cette société secrète est de combattre les forces surnaturelles peuplant la Terre. Loups-garous, vampires, zombies, anciens dieux, etc. Aucune créature non humaine, mis à part quelques rares exceptions, n'est à l'abri de Spook House, et plus précisément, du Stranger. En effet, notre protagoniste semble, à défaut d'autres mots, un peu raciste, nous montrant dans les 5 premières minutes de l'aventure son aversion totale à tout ce qu'il considère comme monstrueux. I suppose I should tell you you'll have a partner on this mission. A partner? Who? Svetlana Lupescu. I know you really don't like her, I don't stranger, like anyone. I hate monsters. De base réservé exclusivement aux humains, Spook House ouvrit ses rangs aux monstres le souhaitant à la suite d'un événement vaguement référencé comme le projet d'horricide démoniaque népalais. Comprenez simplement un génocide pur et simple, mais pour les monstres.
fratricide. Et ouais, tristement, même ceux qui décident de trahir leur propre espèce et de rejoindre les rangs de l'organisation sont toujours considérés comme une menace potentielle aux yeux de l'étranger. Scindé en 4 missions distinctes, Nocturne nous fera parcourir le globe afin de chercher et de détruire toute source surnaturelle dont l'agence entend parler. Redfield, putain. Classique. Il va le dire, il va le dire. 2 LES, j'y tiens. Allô. Ok. C'était censé être la pause spoiler. Mais bon. Si vous voulez aller jouer au jeu, allez-y. Revenez après, j'ai envie de vous dire. Ok les gars, il y a vraiment un truc de là. Dans cette première mission, l'étranger est envoyé au château de Gauchstadt, situé en Allemagne, afin de tenter de récupérer une relique vampirique très puissante, la pierre de Yadfogul, qui permettrait aux vampires qui la posséderaient de devenir excessivement puissants, réglant globalement tous les problèmes qu'une vie de suceur de sang puisse créer. Il est même dit que cet artefact serait en fait le cœur pétrifié d'un ancien vampire. La section de recherche et de reconnaissance de Spookhouse indique qu'une forte concentration d'événements paranormaux se ferait ressentir dans la région depuis la dernière centaine d'années, et qu'elle semble s'accentuer de plus en plus. La forêt autour du château semble dominée par une meute de loups-garous et empêche toute tentative d'accéder au domaine, et par conséquence, à l'artefact. Lors du briefing, Stranger apprend avec dégoût qu'il est envoyé en binôme avec un autre agent de l'organisation prénommé Svetlana Lupescu, une vampire. Une race de demi-vampires. Avant de partir en mission, nous pouvons faire le tour du quartier général, afin de découvrir un peu plus le fonctionnement de l'organisation, ses agents et le lore de l'univers en place. Nous faisons donc d'abord la rencontre de Doc Holliday, rechercheuse, inventrice et agent de terrain de Spookhouse. À la fin de notre conversation, elle nous équipe de différents types de munitions et d'objets afin de combattre efficacement. Des balles à l'eau bénite et un fusil à UV pour les vampires, mais aussi des balles en argent pour les loups-garous. À savoir que ces interactions ou même ces équipements de pointe sont complètement facultatifs, et donc ratables. On pensera donc bien à les discuter avec le doc entre chaque mission avant de partir, afin d'être le mieux préparé possible. J'en profite pour dire un petit truc hors scénario là. Pour un jeu de 1999, je trouve ça dingue à quel point les phases de dialogue sont bonnes et bien écrites. Et en vrai, plutôt pas trop mal joué pour l'époque. Nous donnons des interactions relativement naturelles et du lore intéressant sans pour autant faire de l'exposition putassière. Par exemple, lors de cette conversation, quand l'étranger indique à Holliday qu'il devra tuer des loups-garous, le doc réagit par l'interrogative, en disant à l'étranger qu'elle pensait qu'il avait déjà exterminé toutes les tribus de canidés d'Allemagne. Ce qui semble vexer réellement notre protagoniste. Werewolves, huh? Where did you say you're going? Germany. I thought you What killed all else the... do you have? Sorry, stranger, just the standard silver bullets. Et pour le coup, ce genre de petite interaction diégétique, c'est juste génial à mes yeux. Ça renforce grandement l'impression que l'univers de Nocturne s'étend bien plus loin que ce qu'on nous montre. Nous faisons aussi la connaissance de Hiram, un télépathe au pouvoir limité que l'étranger s'empresse d'humilier. I don't have to look up to know the stranger has just entered this room. Power of your thoughts precedes you, stranger. Cut the crap, Hiram. I've known you long enough to know you can't read minds. Dans la salle d'entraînement se trouvent 3 autres agents. L'instructeur Ken, l'agent Haystack et un littéral démon du nom de Moloch. On sent via le dialogue que l'étranger et ce dernier entretiennent une longue relation de haine mutuelle. Cela dit, je serais prêt à parier que le plus haineux des deux n'est sans doute pas le plus évident. En sortant dans le couloir pour rejoindre l'ascenseur, on peut trouver un petit easter egg pas forcément caché en la présence de ce portrait, qui est, comme vous l'aurez facilement remarqué, un self-insert de la part des développeurs en tant que première équipe de Spookhouse. On finit par partir en mission. Watch out. Wait, this one's not a monster. Are you crazy? He just climbed out of a grave. I'm telling you, he smells of life. Who are you? Sentinels! No, they're everywhere! Sentinels? Who are these sentinels? Huge, monstrous things, hideous things that will devour you whole. Come on, Svetlana. He's crazy.
I'm crazy. You come here of your own free will. You're crazy. You'll never escape. You obviously escaped. Yes, but I'm not crazy. I'm a genius. I hid in the coffin with my friend's corpse, so when they buried him out here, I could escape. Ah, they found me! What was that all about? Après cette interaction lunaire, on se met en marche vers le village. On finit par trouver la clé d'une crypte qui est directement reliée. En y entrant, Svetlana se voit obligée de prendre une autre route, dû au fait que la dite crypte est consacrée, ce qui pourrait la tuer à cause de ses origines vampiriques. Nos deux protagonistes se séparent donc. En arrivant au village, on est directement attaqué par plusieurs sentinelles, nous prouvant que le fou rencontré plus tôt n'était peut-être pas si cinglé. On finit par retrouver Svetlana, et après avoir nettoyé le village, le maire nous accueille, tout en nous demandant de partir au plus vite, en expliquant que la région est sous le contrôle d'un puissant vampire du nom de Voiku, et que l'assassinat de ces sentinelles dans le village ne fera qu'aggraver sa fureur. Il nous indique aussi une information quelque peu malaisante. If that madman truly is a vampire, think of the horrors he must be inflicting upon our children. Your children? Over the past year, the Count has taken all of our daughters. For what vile purpose we can only guess. We tried to fight back, but his sentinels are too many and too strong. On interroge un autre citoyen présent. Et à ce moment précis, on peut se rendre compte du manque total d'empathie de l'étranger. Tell us what you know about Count Voiku and Castle Gestadt. I know nothing. Stranger, you cannot interrogate these people like criminals. You are scaring them even more. I swear, you have the social skills of Attila the Hun. Why don't you let me do the talking? Franchement, je vais en rajouter une petite couche et vous m'en excuserez d'avance, mais encore une fois, on est face à un exemple parfait d'à quel point le jeu soigne la construction de son monde et de ses personnages sans pour autant être dans une masse indigeste d'exposition forcée. C'est naturel, relativement crédible et entraînant. Plus le jeu s'ouvre à nous, plus on est intrigué. L'homme nous met en garde contre les loups-garous présents dans la forêt reliant le village au château et nous indique qu'un trappeur vivant là-bas depuis toujours nommé Yuri pourrait nous aider. On se met donc en marche. En arrivant dans la forêt, on se rend vite compte que les loups-garous nous traquent, nous encerclant petit à petit afin de trouver le meilleur moment pour frapper. On découvre aussi des traces de bataille entre des actuels vampires et les 10 loups-garous. Cependant, une chose nous interpelle. Plusieurs vampires sont armés de pieux et d'autres sont empalés, droit au cœur. Ce qui laisse penser à un potentiel conflit interne entre les vampires, se rajoutant à la chasse contre les loups-garous. Nous mettant donc au milieu d'une guerre entre 3 clans distincts. On finit par mettre la main sur Yuri, qui nous donne quelques infos en plus. Les loups-garous présents dans la forêt sont en fait sa famille, et plus globalement, son clan. En effet, ces monstres étaient en fait de base des gens du voyage, très versés dans les arts occultes. Un de leurs talents était notamment la capacité de se changer en bête. Quand le comte Voiku prit possession de la région, une troupe de puissants skinwalkers fut envoyée dans la forêt afin de protéger les leurs. Malheureusement, le vampire trouva comment invoquer les sentinelles, qui n'avaient donc plus besoin de passer par les bois afin d'atteindre les villages aux alentours. Après un littéral siècle à arpenter la forêt en tant que bête, les sorciers perdirent complètement leur humanité, devenant une menace tout aussi puissante que le comte et ses légions de créatures. Yuri est maintenant le dernier représentant de son clan. Il nous offre tous ses pièges, des munitions ainsi qu'une arbalète et une hache, avant de nous souhaiter bonne chance dans notre quête. On se remet en route, quand les bêtes finissent enfin par sortir de leur cachette. S'ensuit une course génocidaire à travers les bois jusqu'au château, ce qui va me permettre de parler un peu du gameplay et des combats. Nocturne se contrôle un peu étrangement, avec globalement tous les codes du Survival Horror Old School mais tout en y ajoutant ses propres twists. On a donc nos tank control, nos caméras fixes, nos backgrounds pré-rendus, mais avec une emphase sur l'action beaucoup plus ressentie que dans un Resident Evil ou un Silent Hill. L'étranger n'est pas comme Harry Mason ou Edward Carnby, et quelque part il est même au-dessus d'un Chris Redfield ou d'un Leon Scott Kennedy. Ce n'est ni un normie, ni un soldat surentraîné, mais LA machine à tuer ultime. Entraîné, selon des rumeurs, par un clan d'occultistes et de prêtres déchus, depuis son plus jeune âge à une chose et une chose seulement, le génocide de monstres. Et cela se retranscrit dans le gameplay.
Les munitions sont légion, il est très rare qu'on tombe à court, la plupart des situations peuvent se résoudre par l'annihilation pure et simple de tout ennemi, au lieu des jeux de fuite habituels que le médium avait mis alors en place. Le protagoniste est armé d'un arsenal plutôt vaste, comprenant plusieurs types de munitions, plusieurs armes de mêlée, des explosifs, des armes sacrées, et ces fameux double Colt 45. Contrôle en main, ça se joue presque comme un FPS primitif finalement. On utilise ZQSD pour bouger et la souris pour contrôler la visée du personnage. Dans la pratique, Stranger vise plus ou moins tout seul. Tout ce que vous aurez à faire, c'est mettre vos colts dans la direction où se trouve le monstre et l'étranger se chargera de le loquer pour lui tirer dessus. Cela dit, le jeu nous permet de contrôler quelle partie du corps le Stranger va allumer. À savoir que le démembrement est hyper important dans le jeu. Je rajouterais que d'ailleurs, le système de gore était juste impressionnant pour l'époque, vous permettant globalement de démembrer toutes vos victimes à chaque jointure du corps. Une vision nocturne en vue FPS est aussi disponible, et malgré sa relative simplicité, ça pourra servir à se repérer ou à manœuvrer dans quelques endroits. Enfin, l'étranger peut aussi sauter pour traverser quelques phases de plateforme. Et justement, on va pouvoir en discuter dans quelques minutes. En arrivant face au château, nos deux protagonistes trouvent un pont qui semble peu fiable. En faisant le tour, Svetlana trouve un chemin plus adapté à ses capacités, mais absolument pas au nôtre. On retourne donc au pont pour notre première phase de platforming. Bon. Avant de commencer, si je vous dis tank control, caméra fixe et platforming, vous me répondez. Et vous auriez tout à fait raison. En effet, on arrive devant le premier gros problème de Nocturne, ces phases de plateforme. Mon dieu que c'est mal foutu, bon dieu que c'est chiant quoi. Sans déconner, faut se faire méga violence là par contre. Mais je vais vous donner un petit conseil que j'ai vu dans la vidéo de Ragnarox. But here's one pro tip for any jumping segment in this game. If you struggle to tell which direction your character is facing, like precisely, which will happen all the time, pull out your guns and use a laser pointer as sort of like a guidance beam pointing on the floor before you. You'll thank me later. Et du coup, je vais en profiter. Merci. Et je rajouterais de pas avoir peur d'utiliser la vision nocturne. Quelquefois, voir le monde à la première personne, même avec une vision aussi réduite, aide grandement. Après cette purge, on retrouve Svetlana devant le château, et on décide de se séparer à nouveau. L'intérieur du château est rempli de ghouls et de sentinelles. En avançant, je finis par tomber sur une des filles du village. Lâchez cette arme, femme facile! Non, ne tentez surtout pas de me faire l'amour! Alerte à la cochonne! Arrière, ville nymphomane! Oh non, vous ne déroberez pas la semence de mes joyaux intimes! Allez, là-bas, là-bas, là-bas! Dans la cuisine, là-bas! En avançant, je croise plusieurs types de vampires, tous avec leurs spécificités différentes. Et je commets un véritable massacre dans leur rang. Je finis par retrouver Svetlana sur le toit du château, et elle semble étrange. Svetlana, do you need any help? I don't need help. You're the one who needs help. What the hell? Crazy. Un servant du comte finit par nous expliquer que le vampire en chef aime en fait collectionner les conquêtes et les femmes, et qu'il les change à sa guise. Et Svetlana semble être sous son emprise, au moins partiellement. Le seul moyen de la sauver, elle et les autres, sera de tuer le comte. Il nous met aussi en garde face à son immortalité. As long as the Count lives, none of his brides will leave. With you or anyone else. Very well then. Don't be a fool. You can't kill him. He's immortal. If you only knew how many immortal creatures I've killed. Après plusieurs petites énigmes, phases de platforming et tueries de masse, je finis par découvrir une relique sacrée sous la forme d'une lance en or. Cette arme est plutôt puissante au corps à corps face aux différents types d'ennemis présents. Je finis par accéder à la crypte de Voiku,
Et après avoir réuni les différentes clés nécessaires à l'accès de son tombeau, le premier boss fight du jeu se lance. La relique était en fait la clé. Maintenant le compte mort, on accède à la pièce où il entrepose l'artefact. Le reste de ces femmes nous y attendent, et tristement, la mort de leur époux ne semble pas leur avoir rendu leur humanité. L'étranger les abat. Après le combat, une autre femme sort de sa cachette, dévoilant au passage un étrange portrait qui nous semble plus que familier, nous expliquant qu'elle ne semble pas être infectée. Au même moment, Svetlana nous rejoint. Stranger, what are you doing? I'm about to kill you. Are you out of your mind? How many times do I have to tell you that being half vampire doesn't make me evil? You sound like you're back to normal now. Almost. I feel like I've been kicked in the head. My ears are ringing. I had to fight off the Count's influence and it wasn't easy. I vaguely remember talking to him, but it's all a blur. He drove his own will into my mind and controlled me like a puppet. I've never had my mind taken over like that before. He was extremely powerful. Not powerful enough. Nous reconnaissons le maire sur le tableau, qui était en fait le véritable maître des lieux, et donc un autre vampire, encore plus ancien et puissant. Nous comprenons aussi que toute la région était autrefois sous son contrôle, même le village. L'homme croisé en début de mission n'échappait pas qu'à Voiku et aux loups-garous, mais aussi aux villageois eux-mêmes. En plein milieu de la discussion, celui-ci nous rejoint, nous expliquant que Voiku était en fait son fils, et qu'il a réussi à établir un putsch bannissant l'ancien lord et ses servants hors du château. Mais n'arrivant pas à utiliser pleinement le pouvoir du Yadfogiul, Voiku ne put se résoudre à éliminer complètement son géniteur. Le monstre nous montre même la pierre, mais nous demande de partir sans faire plus d'histoire. L'étranger ne l'entend pas de cette oreille et compte bien éliminer sa cible et repartir avec l'artefact. Mais Svetlana, sentant être coincée dans une situation difficilement gagnable, finit par faire entendre raison à notre anti-héros. But he's a blood-sucking vampire. As soon as we leave, he'll be out looking for more food and new brides. Innocent humans will have their lives torn apart. We'll deal with him when the time is right. But there's nothing the two of us can do about it now, alone. Throwing ourselves at him would be suicide, so calm down. Besides, you already got to kill a really powerful vampire today, so cheer up. Cette première mission est vraiment cool, mettant en place l'univers du jeu avec une super banquette pleine de rebondissements et de caractères qui nous offre un chapitre d'ouverture vraiment super solide et qui donne réellement envie de plonger dans la prochaine investigation. La seconde mission nous fait commencer directement à bord d'un train, en compagnie d'Hiram, en partance pour la ville de Red Eye au Texas. Une étrange maladie de la peau semble toucher ses habitants, les rendant violents et agressifs. Pour Spookhouse, cela ressemble indéniablement à une épidémie de zombies. Un troisième agent spécialisé dans le vaudou et du nom de Scat Dazzle a été envoyé sur place afin de vérifier les dires de Spookhouse. Notre première mission sera de le retrouver. Pendant le trajet, Hiram dit ressentir une étrange aura de danger planer autour de lui, comme si quelqu'un voulait sa mort. Et il a l'impression de ressentir cela depuis qu'il a quitté la Virginie pour cette mission. Et malheureusement pour lui, il avait tout à fait raison. On se rend vite compte que tous les passagers du train sont en fait des loups-garous. S'enchaîne ensuite une course contre la montre pour arrêter le train. On accède tout d'abord au bagage d'Hiram qui avait pris soin de paquer quelques équipements intéressants pour la mission. Et on finit par rencontrer le loup-garou Alpha, qui a fomenté toute cette attaque.
Il est en fait l'un des survivants du clan de bêtes que l'étranger était censé avoir annihilé des années avant. Le même cas dont nous parlait Holiday dans la première mission d'ailleurs. Stranger réalise rapidement qu'il ne sera pas possible d'arrêter le train, et il décide donc de rusher à l'arrière afin de tenter une fuite d'urgence. En arrivant sur place, l'Alpha nous attaque. Après l'avoir descendu, l'étranger saute du train et atterrit dans Red Eye. Le prêtre local vient à notre rencontre et nous dit savoir où se trouve Scat Dazzle. Sur le chemin, il nous indique aussi que cette maladie de la peau est en fait bel et bien une épidémie de zombies, et les 3/4 des habitants sont soit morts, soit transformés. Il nous emmène donc jusqu'à l'église, où nous devions normalement retrouver notre collègue. Malheureusement, on se rend vite compte que le pauvre bougre est mort bien avant notre arrivée, semble-t-il en défendant l'église des morts-vivants. Stranger indique qu'il peut le faire revenir à la vie, mais qu'il a besoin de rhum pour cela. On se rend donc au saloon afin d'en récupérer. En revenant, l'étranger commence à performer un rituel étrange, tout en demandant au prêtre de détourner le regard. You might want to turn away. I suspect your religious sensibilities might be offended by what I'm about to do. Stranger s'adonne donc à ses affaires et invoque le Baron Samedi, qui est en fait le maître de Scat Dazzle, qui est lui-même, comme dit plus tôt, un prêtre vaudou. Le baron souligne d'ailleurs que malgré les mystères entourant l'étranger, Samedi sait tout de lui. Stranger balayera ses dires d'un revers de la main, comme à son habitude, n'ayant absolument aucun problème à envoyer chier un littéral dieu vaudou. Ah, the legendary stranger, the man of mystery. You know, your dark past is not so secret in my realm. I know all about you. Fascinating. Just revive Scat and be on your way. Le baron finira par réanimer Scat avant de repartir dans son antre. À son réveil, notre collègue nous indique que certains des habitants sont encore en vie et nous envoie les récupérer afin de les escorter jusqu'à l'église où ils pourront être protégés. Il nous donne aussi l'info que, après ses recherches, ces zombies ne sont pas issus du vaudou et qu'ils viennent donc d'une autre source de puissance. Je pars donc à la recherche des villageois, les sauvant un à un. En chemin, je tombe sur un fusil à pompe qui me sera excessivement utile pour le reste de la mission. Après avoir ramené les derniers survivants à l'église, on apprend que la source de tout ce cauchemar semble venir d'une mine, non loin d'ici. On s'y rend donc promptement. L'ancienne mine est effectivement blindée de zombies. En s'enfonçant plus profondément en son sein, on finit par déboucher une voie vers une partie bloquée du tunnel. En l'empruntant, on fait la rencontre d'étranges créatures ressemblant à d'énormes vers. Un liquide translucide verdâtre se trouve un peu partout. En continuant, un temple finit par émerger sous nos yeux, rempli de glyphes, de sculptures et de gravures dépictant des monstres tentaculaires. Monstres qu'on finit par rencontrer. Il semblerait que les vers vus plus tôt sont en fait la descendance de ces choses. On y découvre aussi une créature gigantesque qui reste passive, même quand on essaie de lui tirer dessus. Cela dit, il semble que cette chose monolithique est bel et bien l'origine de l'infection à la surface. Elle semble flotter au-dessus de 5 cercles ritualistiques qui semblent servir à, on l'espère, la bloquer. Des artefacts semblés de base placés au sein de ces 10 cercles. Après plusieurs péripéties, on récupère le dernier artefact et tombons dans une embuscade. À notre réveil, un prêtre humanoïde mais tentaculaire interroge l'immense créature sur le fait qu'elle ne nous ait pas tout simplement tués. What's wrong with you? Why didn't you kill him? I adored Tula, Yenna. What? Replace me? It was I who summoned you! If not for me, you would have slept another 10 millennia in this ancient pit! I awoke you. I gave you an entire town to feed on. And this is how you repay me? I'm no longer useful. And this is what you chose to replace me? I'm not grown. This human superior to me? You pathetic crap! I made you! I created you from the void you've been banished to! If not for me, you...
hell I will. What a mess you've gotten yourself into this time. Without my help, you'd surely die. Where the hell did you come from? I see you've awoken the Elder God. I had nothing to do with that. I know. There's no way a little man like you could bring this monster out of eternity. But you can't send it back. On fait ce que le baron nous recommande et sortons de cet enfer. Scat nous indique qu'une procédure de containment sera mise en place afin de s'assurer que plus personne ne puisse interagir avec cet endroit. J'ai adoré ce scénario. Le mystère de l'intrigue, les multiples twists, le littéral dieu Lovecraftien. C'est vraiment un des meilleurs des 4 pour moi. Comme vous aurez peut-être pu le remarquer, c'est la seconde mission qui se termine sur une fin un peu ambiguë. Dans le premier scénar, la mission est quelque part une petite faillite, vu qu'on n'a pas réussi à récupérer l'artefact. Et cette seconde mission, bien que un peu moins un échec, nous laisse quand même penser que Spook House reste à échelle humaine. La mission se termine plutôt bien en rétrospective avec le bannissement du monstre, mais nous ne l'avons pas détruit pour autant, et nous n'avons pas sauvé tous ces innocents. Encore une fois, ça permet de mettre en phase l'univers avec ses personnages, en nous montrant que c'est vachement plus gros que ce qu'on peut percevoir. Et que Spook House, malgré ses nombreux moyens et ses nombreux agents tous plus létaux les uns que les autres, n'est en fait pas forcément en mesure de lutter contre tout ce qui existe. Et surtout pas un ancien dieu interdimensionnel. C'est chaud. Petite pause avant de continuer, un petit pause café. Parce que bon, j'avais beau adorer ce job, c'est long d'enregistrer. Waouh! Encore un merveilleux temps pour ce suite! Le troisième acte commence dans la salle de briefing de Spook House. Le colonel nous explique qu'une étrange situation a eu lieu la nuit dernière dans la ville de Chicago. Un des hommes de main d'Al Capone, surnommé le Couteau, a braqué un bar clandestin. Problème, cet homme est censé être mort depuis maintenant 2 semaines. Un informateur présent sur place du nom d'Icepeak corrobore les propos et dit avoir rencontré d'autres hommes de Capone censés être déjà 6 pieds sous terre depuis longtemps. En entendant ces informations, l'étranger a du mal à se contenir. You're saying the Mafia is employing the undead now. That's ridiculous. Maybe not. We've learned that a German scientist named Henrik Lothring immigrated to the United States 3 years ago. According to our intelligence, he spent the last 20 years developing technology to raise the dead. Like Frankenstein. You're joking. I'm quite serious. En faisant le tour du bureau, on remarque que tout le monde semble parti, mis à part Svetlana. What brings you in here? You usually avoid me like the plague. I don't understand you, stranger, and right now I don't have the time to try and figure you out. I have a mission to think about. You're disrupting my concentration. J'aime me dire que malgré sa haine viscérale des monstres, l'étranger semble s'accrocher à ses collègues, tout en tentant de réprimer ses sentiments. Ce qui nous donne ce genre d'interaction un peu étrange avec son entourage. Et ouais, franchement, je l'assume totalement. J'adore me dire que sous toute cette froideur, il y a en fait un petit cœur démon incompris qui bat. En checkant le tableau du personnel disparu, je remarque que le portrait de Moloch y est affiché, avec la mention qu'il fut aperçu pour la dernière fois en partance pour une mission en Espagne en 1928. En espérant qu'il aille bien. En arrivant à Chicago et en rencontrant Icepeak, on se rend vite compte qu'il est lui-même un des revenants, mais qu'il n'est pas pour autant dans le camp adverse. You're one of them. Them who? One of those reanimated monsters. Yeah, I was dead. That crazy German brought me back to life. You got a problem with that? Yeah. I make it a habit to kill monsters, not help them. Icepeak nous envoie chercher des informations auprès d'un journaliste dans un bar clandestin, au bout de la ville.
En s'y rendant, on croise la littérale petite armée de gangsters morts-vivants de Capone, les descendant au fur et à mesure tout en tentant de se frayer un chemin. On finit par arriver à notre destination, et en entrant dans le bar, on assiste probablement à ma scène favorite de tout le jeu. Give me a Manhattan. What, big guy like you? Uh-huh. With a Scotch chaser. Bon, je sais que j'ai un petit peu tendance à fanboyiser depuis le début de cette vidéo, mais oh là 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 là, cette atmosphère, quoi, cette track incroyable, c'est vraiment un pur moment d'immersion. Je vous conseille d'ailleurs vivement d'aller écouter la version entière performée par Mary Beth Brooks, c'est vraiment une petite merveille musicale. On rencontre le journaliste qui nous explique qu'un de ses collègues a découvert que Capone était bel et bien en train de créer une armée de ce qu'il appelle des Frankenstein mobsters. En partant pour enquêter avec sa caméra, celui-ci se fit démasquer par les hommes de Capone, lui prenant son film et l'entreposant dans le cinéma du coin. Notre prochaine mission sera de s'infiltrer dans le dit cinéma et d'exfiltrer la bobine de preuve. Quand soudain... Capone avait senti l'embrouille. On s'en sort seul survivant. On retrouve Icepeak et lui expliquons la situation. Il nous indique connaître un passage sécurisé vers le théâtre. On passe récupérer un outil qui nous servira à passer par le dit passage et l'étranger part en premier pour le cinéma, Icepeak ne pouvant pas nous suivre dû à sa taille gargantuesque. Il tentera alors de trouver une autre entrée pour nous rejoindre plus tard. Arrivé sur place, on rencontre un pote de Icepeak qui nous indique où le film se trouve avant de se faire descendre par 2 autres hommes de Capone. On continue nos recherches à travers le cinéma, déverrouillant petit à petit le chemin à notre objectif. On finit par y arriver et regardons nous-mêmes la bobine avant de la mettre en sécurité. En repartant, le nettoyeur officiel de Capone, un homme du nom de Smiley, nous barre la route. On s'occupe de lui avec l'aide d'Icepeak qui nous sauvera d'une mort certaine en nous balançant un énorme fusil à éléphant, seule arme capable de fumer ce gargantuesque fils de... On s'enfuit après cela preuve en main. Sur le chemin, Icepeak nous indique l'emplacement de l'usine où Capone crée ses monstres et nous demande de la faire sauter, afin que plus personne n'ait à subir son sort. Il nous offre aussi un lance-flamme et nous précise que le produit utilisé pour la réanimation est extrêmement inflammable et par conséquent les gangsters aussi. Étonnamment, à ce moment-là, on sent de l'appréciation, voire de la compassion émerger chez l'étranger. Your assistance has been quite useful. You know, you aren't the friendliest guy I've met, but you're all right, stranger. Before I died, I worked with some guys I thought I trusted. I won't make that mistake again. Even though you don't like me, I got the feeling that I can trust you. I'm glad we can put a stop to Capone's deranged plan to make more monsters like me. I wouldn't wish this on anyone. On part donc pour l'usine, et comme promis, on brûle tout. Après avoir mis le feu aux poudres, on s'enfuit et nous retrouvons bloqués par Smiley de nouveau. On s'occupe de lui de manière définitive, et la 3e mission se termine sur notre fuite. Ce chapitre était probablement le plus loufoque des 4, et celui que j'ai le moins aimé en rétrospective. Même si l'atmosphère Amérique sous prohibition est très cool, j'accroche un peu moins. Bien que, paradoxalement, la scène du bar clandestin est, comme je l'ai dit plus tôt, probablement mon moment préféré de tout le titre. C'est pas mauvais ou quoi, mis à part ça, loin de là. Je dirais même que c'est plutôt original pour le coup. Mais j'admets moins apprécier la map, les ennemis armés de Thompson, etc. Je suis plus château gothique que rue du Vice, en vrai. Après, quoi que j'en dise, c'était tout de même une expérience très intéressante et un beau moment de créativité de la part de Terminal Reality.
voilà maintenant arrivé au 4e et dernier chapitre du jeu. Et l'étranger semble particulièrement saoulé par la secrétaire de Spook House. This is ridiculous. Everyone has to say the password, stranger. Even you. An intruder would be dead by now. Rules, stranger. You think I enjoy sitting in this little box all day? Your enjoyment does not concern me. The password, stranger. By this point, I could have killed you and flipped the switch to open the door myself. You wouldn't do that. Would you? The world is a dark place. Who will protect the world from darkness? We will, after we play our stupid games. Have a nice day. What's left of it. Putain, mais qu'est-ce que j'aime ce mec! On accède à la salle de briefing, et le colonel nous met au frais, en nous expliquant qu'un ancien agent de Spook House, ayant quitté l'agence peu de temps avant l'arrivée de l'étranger nommé Killian Hamilton, a besoin de notre aide. Says that a graveyard near his estate outside of Paris has been disturbed by supernatural activity. Killian was supposed to be the best in his day. What could possibly be a problem for him? He didn't offer much detail in his letter, but apparently the phenomena occurring there are more than even he can handle. He has requested that I send Spook House's best monster hunter. Me. Who else? Quelque peu interloqué par cet échange, l'étranger fait le tour des autres agents afin de récupérer quelques informations sur ce Killian. Apprenant de Svetlana que celui-ci était bel et bien le meilleur agent de Spook House, mais aussi, paraîtrait-il, un grand expert des arts occultes. Holiday, quant à elle, nous apprendra qu'elle a connu l'ancien opérateur peu de temps avant son départ. Selon elle, il était exécrable, effrayant même, amer et probablement fou. À l'époque, le doc était en pleine recherche sur le vampirisme et sur une possible cure. Et son sujet de thèse principal était une femme enceinte nommée Emily Hamilton, la femme de l'ancien agent. Malheureusement, aucun remède ne fut trouvé, et Killian l'emmena avec lui, la regardant se transformer petit à petit, et mettant le blâme sur lui-même au fur et à mesure de sa transformation. Il s'avère que quelques mois auparavant, l'agent était en train de traquer une puissante vampire dans Londres. Quelques jours plus tard, Emily fut portée disparue durant 3 jours. À son retour, aucune trace de transformation ne fut décelée, et celle-ci réussit à retourner à une vie normale, jusqu'au jour où elle tomba enceinte. À ce moment, des pulsions meurtrières commencèrent à émerger en elle. La femme qu'Hamilton avait chassée quelque temps plus tôt était en fait une des épouses d'un vampire extrêmement puissant. Après l'assassinat de sa dulcinée, celui-ci décida de se venger, mais lentement. Il infecta Emily de son sang et de sa descendance, puis la retourna à son mari. Killian disparut quelque temps après cela, et à son retour à Spook House, il donna le cours le plus détaillé jusqu'ici sur la physiologie des vampires. Celui-ci avait à son tour préparé sa vengeance contre l'assaillant de sa belle. Il le retrouva, et en retour de sa félonie, le garda captif durant de longues semaines, le soumettant aux plus ignobles tortures imaginables. Quelque temps plus tard, Moloch rejoignit les rangs de Spook House. Et Killian, ne pouvant supporter de coopérer avec ce qu'il haïssait le plus au monde, prit alors sa retraite. Après avoir fait le plein d'équipements, on décolle pour la France. En arrivant sur place, Killian nous accueille et nous remercie, en nous expliquant un peu plus clairement la situation. Le cimetière présent à côté de son manoir est envahi d'imps et de squelettes qui tuent ses employés un à un. Et malgré son talent à la chasse aux monstres, son âge avancé commence à se faire ressentir. Et nettoyer le cimetière est une tâche beaucoup plus ardue qu'il ne l'aurait pensé. Il nous demande donc d'inspecter la source du problème et de le résoudre. On traverse le cimetière à coups de fusil, en combattant à la fois des hordes de petits démons et de revenants squelettiques. Après avoir ouvert plusieurs tombeaux, l'étranger découvre la source du problème, un bâton ensorcelé. Pour rompre le sortilège, on résout de petites énigmes plutôt sympas et plutôt simples en vrai. Une fois le problème réglé, Stranger réalise que Killian semble plus suspect que victime, et décide alors de le confronter. Black magic. Killian knows black magic. His little monster problem reeks of foul play. I think it's time to have a little chat with the old man. Well done, stranger. Skip it, Killian. What's your game? I'm afraid I don't follow.
That was black magic raising those monsters. The same kind of magic you studied at Spook House. Very clever, stranger. You will be a most worthy subject. What's that supposed to mean? On se réveille dans un cachot sombre, avec un loup-garou enchaîné face à nous. Nous n'avons plus aucune arme à disposition. Sur le côté de la pièce, un tas d'ossements avec un étrange artefact posé à ses côtés nous attire l'œil. En l'inspectant, on fait une découverte bien sombre. So this was Moloch's fate. Hors de question de finir comme lui. En arpentant la pièce, on finit par trouver un passage secret et sortons de ce cachot putride. Nous voilà à l'intérieur de ce qui semble être la maison d'Hamilton. Et c'est un vrai dédale de couloirs et de pièces fermées en tout genre. En avançant, on se rend compte que Killian nous monitore, nous torturant comme un enfant coinçant une souris dans un labyrinthe infesté de serpents. Durant toutes ces années, Hamilton avait en fait traqué et capturé toutes sortes de créatures qu'il enferma aux quatre coins de sa demeure. Il installa aussi toutes sortes de pièges afin de créer un parcours d'épreuves tordu et létal pour son simple divertissement. Et il semble prendre un pied particulier à tester le meilleur agent de Spook House dans sa foire aux horreurs. Congratulations, stranger. You're doing fairly well so far. I hope my traps are to your liking. What do you think of me now, stranger? Am I crazy? No, I'm not crazy. I'm not the one who works alongside monsters. Did it anger you to find your fellow operative's emaciated corpse? Were you enraged, monster lover, to find nothing left but a corpse? I made this place to kill and torture monsters because they deserve no less. Monster lover. On visite le manoir, résolvant les nombreuses énigmes s'y trouvant et combattant comme nous le pouvons les créatures qui s'y trouvent. Ouais, c'est bien une phrase qui est sortie de ma tête, ça. C'est un truc que j'ai écrit, que j'ai relu, que j'ai enregistré parce que je suis un putain de... En déverrouillant la maison petit à petit, on voit toute la folie de l'homme en action. Mec, c'est un débris! Commentant notre progression dans son dédale infernal, tout en nous lançant pic sur pic afin de nous humilier. On finit par tomber sur une pièce dans laquelle une femme est enfermée. Nue et enchaînée, celle-ci nous demande de la libérer. Mais en regardant dans le miroir derrière elle, on comprend rapidement qu'elle n'est pas ce qu'elle semble être. Un truc que j'aime beaucoup à ce moment-là du jeu, c'est que cette situation peut se résoudre de deux manières. Si vous le souhaitez, vous pouvez libérer la monstruosité, qui est en fait une succube. Elle se lèvera et tentera alors de vous attaquer. Il ne vous restera plus qu'à la tuer si vous le pouvez. Ou... What are you doing? You can't see with the lights off. That's the point. I don't have time for your distractions, succubus. En s'enfonçant toujours plus dans le manoir, on finit par trouver une geôle. Et en empruntant une pièce cachée, on tombe sur Moloch, finalement en vie, mais retenu dans une cage occulte. Celui-ci nous explique que Killian l'intercepta alors que le démon se rendait à Strasbourg pour une étape de son voyage. Il l'enferma dans son labyrinthe afin de lui faire passer ces horribles épreuves, encore et encore, car, voyez-vous, un démon si puissant ne peut pas vraiment mourir de manière conventionnelle. Alors Killian, prenant full avantage de l'immortalité de Moloch, le tortura sans cesse dans sa suite de pièges ignobles. Le monstre nous propose alors un deal. En échange de notre aide pour le libérer, il se joindra à nous afin de mettre un terme à la vie de Killian, une fois pour toutes. L'étranger accepte. Moloch nous indique ensuite qu'il a besoin de récupérer ses forces via une source de chaleur et via un bon repas. Après cela, il nous invite à le retrouver au 3e étage, endroit d'où Killian semble contrôler son jeu pervers. En arrivant, Hamilton perd tout son bagou habituel et nous supplie de l'aider. Malheureusement pour lui, c'est bel et bien la fin du voyage. If there's anything you want to say to this man, stranger, say it now. He's on his way to a hell worse than the one that spawned me. Stranger, wait! Come back! Aren't you going to help me? En revenant au bureau, le colonel nous félicite non seulement pour avoir arrêté Killian, mais aussi pour avoir sauvé Moloch.
À la fin de sa tirade, il nous fera part de quelques peurs qu'il avait dernièrement à notre sujet, et nous mettra en garde. And more important than that, stranger, you've proven yourself capable of working with our agents, even those who are monstrous. I'll be honest with you, stranger. I've been concerned of late. I saw you becoming a young Hamilton Killian. He was a good friend, but the monster that he became, I hope that you will not follow the same path. Ce niveau est sans doute mon favori des 4, suivi de très près par le second chapitre. Comme vous l'aurez peut-être remarqué, celui-ci est sans nul doute le plus proche d'un Resident Evil Old School. Un grand manoir interconnecté, peu d'armes, un tas d'ennemis, des énigmes partout, des clés à trouver, etc. Ça change un peu le pacing du jeu et nous plonge plus dans l'idée qu'on se fait d'un survival horror old school. Tout le scénario est aussi très cool, avec la petite mise en abîme du caractère toxique de l'étranger et de la représentation physique de là où ça aurait pu le mener. L'ajout diégétique de pratiquement tous les ennemis rencontrés jusqu'ici rend ce dernier level digne d'une belle apothéose, vous forçant à utiliser tout ce que vous avez appris sur le jeu jusqu'à présent. Alors, je sais que je vous ai dit plus tôt que c'était le dernier chapitre, mais j'ai un peu menti, car on a encore une dernière chose à voir. Nous retrouvons l'étranger à l'entrée de Spook House, et nous rendons vers le bureau de la secrétaire. Sauf qu'en y arrivant, on se rend compte que quelque chose de très mauvais s'est produit. En prenant l'ascenseur, on réalise l'ampleur du massacre. Spook House a été décimé. Sans en avoir la certitude, on devine l'identité des restes éparpillés un peu partout. En accédant à la salle de briefing, l'étranger découvre un message, lui étant directement dédié. Et c'est ainsi que se termine Nocturne. Nocturne a eu un accueil critique allant de plutôt bon à très mitigé à l'époque de sa sortie. Avec tout de même une vraie emphase sur le bon, voire le très bon, en vérité. Les reviews mettant globalement son scénario, ses graphismes et sa gestion de la lumière en haut de l'échelle. Et je dois bien le dire, moi aussi ça m'a impressionné au plus haut point. Genre sans déconner, si je vous mets d'autres jeux sortis la même année, il les renvoie quand même absolument tous à l'âge de pierre. En termes de technique simple, hein, bien évidemment, au niveau de la direction artistique, je pense que Silent Hill en a une meilleure par exemple. Et Nocturne avait l'avantage d'être sorti sur PC, donc bon. Le gros problème qu'a eu le public à l'époque, c'était sa maniabilité. Le genre du survival horror old school commençait doucement à s'essouffler, et les premières critiques sur les tank control et les caméras fixes commençaient à émerger. Ce qui a conduit une partie du public à trouver le jeu frustrant, inutilement difficile et plus globalement très rigide. Les phases de plateforme ayant fait rage quit énormément de joueurs à l'époque. À côté de ça, et j'en ai pas franchement parlé jusqu'à maintenant, le jeu souffre malheureusement de beaucoup de bugs et de moments qui peuvent vous softlock purement et simplement, vous obligeant à recharger. Ce qui a pu aider à justifier pas mal de critiques un peu dures que les gens ont eu contre ce jeu à l'époque. Pour ma part, les contrôles ne me dérangent pas franchement, mais c'est certain qu'ils demandent un temps d'adaptation. Et c'est aussi clair comme de l'eau de roche que les phases de plateforme étaient toutes exécrables. Le jeu peut réellement devenir frustrant par moments, et les bugs font bien évidemment qu'accentuer ça. Cela dit, et malgré tout ça, le titre s'est plutôt bien vendu à l'époque, et les fans ont rapidement demandé une suite, mais Gathering of Developers et Terminal Reality en décidèrent plus ou moins autrement, se concentrant d'abord sur une trilogie de jeux centrée autour de la licence Blair Witch pour tenter de surfer sur le succès du film de 1999. Cela a tout de même permis à Terminal Reality de continuer à étendre l'univers de leur précédent bébé, dont il était clair qu'une suite était prévue au minimum sur le papier. Ils ont donc mixé les deux sagas, utilisant les personnages de Nocturne pour créer dans le premier volet de cette série de jeux une nouvelle enquête, cette fois-ci menée par Doc Holliday, dans la tristement connue Burkittsville. Les deux autres volumes ne prendront plus partie de cet univers étendu, cela dit, et se concentreront sur d'autres personnages originaux. La vérité, c'est que Terminal Reality n'a développé que le premier volume. J'imagine que les autres studios n'étaient pas tant intéressés de continuer l'héritage de Nocturne. Dans tous les cas, les trois jeux s'inscrivent dans l'univers étendu de Blair Witch et de Nocturne, les événements du premier volume se passant environ 60 ans avant la disparition des trois jeunes dans la sombre forêt de Black Hills. J'avoue que ça me fait immensément kiffer d'imaginer Spook House toujours en lutte quelque part contre une quelconque force maléfique pendant que Heather, Josh et Mike se faisaient traquer par la sorcière de Blair.
Après cela, Terminal Reality lança le développement de Blood Rain, qui aurait normalement dû utiliser une version alternative de Svetlana comme personnage principal, avant de changer pour un personnage et un design original avec la bien nommée Rain. On peut encore trouver quelques concepts de cette itération sur internet. Cette saga précise se déroule elle aussi dans l'univers étendu de Nocturne, mais de manière plus ambiguë et moins upfront. Cela dit, on retrouve bel et bien des éléments du jeu dans Blood Rain, que ce soit avec certaines races de monstres ou même certains objets ou personnages. Le temps passa, et le studio se mit à travailler sur Ghostbusters de Video Game, de ce que j'en ai compris. La vérité, c'est que Terminal Reality avait en fait bel et bien pitché Nocturne 2 à Gathering of Developers aux alentours de 2001, qui refusèrent dû à des problèmes financiers trop importants. Ce qui conduit au rachat de God par Take-Two. Puis, un de ses cofondateurs mourut d'une crise d'asthme à l'âge de 36 ans, ce qui finit malheureusement par tuer la société complètement. La licence ne fut jamais vendue, les développeurs ayant peur que leur bébé finisse entre les mains d'incompétents, et ayant espoir de pouvoir peut-être un jour continuer officiellement les aventures de l'étranger et du reste de Spookhouse. Depuis, Nocturne et son univers incroyable prennent de plus en plus la poussière, traînant maintenant sur tous les sites d'abandonware du monde. Les gens se rappellent de moins en moins de son héritage et de son aura autrefois si flamboyante. Le jeu tombe dans l'oubli avec les années, et la difficulté que ça peut être de le faire tourner sur une machine moderne. Pour être tout à fait franc avec vous, j'ai connu ce jeu il y a environ 1 an seulement, en regardant une vidéo de Greenbird qui m'avait beaucoup interpellé. J'ai ensuite tenté d'y jouer et j'ai abandonné rapidement. La version du jeu que j'avais trouvée était globalement très mauvaise et m'empêchait de profiter pleinement du titre. Puis, quelques mois plus tard, un autre youtubeur que j'aime énormément du nom de Ragnarox a lui aussi sorti une vidéo dessus, tout en donnant d'ailleurs un superbe lien avec un launcher parfaitement adapté au PC de nos jours, afin de pouvoir y jouer sans souci. Je vous mettrai tout ça en description si vous voulez tester, et j'en profite pour vous conseiller vivement d'aller checker les 2 vidéos dont je viens de vous parler. Bref, ça m'a re-hypé, et dans les bonnes conditions, ce fut une révélation quoi. Je regrette vivement de ne pas avoir connu ce jeu à l'époque de sa sortie car je pense qu'il aurait instantanément fonctionné sur moi. De mon opinion personnelle, ce jeu, bien que très imparfait, est une petite pépite de son genre, et doit, de mon point de vue en tout cas, être référencé comme un des meilleurs de son époque, et plus globalement, encore une fois, de son genre. On pourrait même le mettre dans les précurseurs de l'action horror ou encore du hack and slash moderne. Nocturne était tellement en avance sur son temps. Au tout début de cette vidéo, je vous avais parlé de préservation des médias, et de l'importance que ça a. Si on ne fait rien pour, beaucoup de jeux comme Nocturne finiront par devenir des lost media. Injouables sur nos PC modernes ou tout simplement irretrouvables dans l'océan infini d'informations qu'est Internet. Vous comprendrez donc probablement pourquoi je fais cette vidéo, pourquoi je vous parle de ce jeu un peu obscur par chez nous, pourquoi toute cette chaîne est ce qu'elle est. J'ai beau être un adulte, j'avoue encore une fois sans honte que perdre ce qui a fait de moi un enfant à l'époque me terrorise. Et ce jeu, bien que hors de ma vie jusqu'à peu, a bel et bien dû passionner et fasciner bon nombre de personnes à l'époque de sa sortie. De par son originalité, son histoire parfaitement écrite, ses graphismes en avance sur leur temps et son atmosphère si particulière. Qu'on se le dise, on n'aura plus que probablement jamais de suite aux aventures du Stranger. Mais en faisant assez de bruit, un remaster peut encore peut-être venir au monde un jour. Qui sait? Peut-être même un full remake. J'y crois peu, mais rien ne m'empêche de rêver. Avec des studios tels que Night Dive qui se spécialisent dans la réédition, ça peut totalement fonctionner en vrai. Rien qu'un simple portage sur nos machines actuelles avec une petite refonte des contrôles pourrait amplement suffire. Avec cette vidéo, j'espère ajouter mon petit grain de sel quant à la conservation de ce jeu et de tout média existant. Bien que ce soit sans doute futile, j'espère sincèrement que cette petite bouteille jetée à l'eau trouvera un lecteur. Je me dis que même si aucun développeur ou éditeur ne passe par là, elle aura au moins eu la chance de vous trouver vous. Alors pour conclure, Nocturne est pour moi un grand jeu, novateur, profond, intrigant, original. Il est un de ces jeux qui devrait, de mon point de vue, être fait au moins une fois dans sa vie, et qui surtout a le droit à la reconnaissance qu'il mérite, et qui ne doit être en aucun cas oublié. Je vous conseillerais donc vivement de le traquer, et d'y jouer par vous-même afin de mieux comprendre l'amour que ce jeu transmet à ses fans. En dernière petite note, j'aimerais ajouter ceci. Ne laissons pas les choses qui nous ont marqués disparaître dans le néant.
Battons-nous pour sauver au minimum la mémoire de ces médias en péril, afin que d'autres, après nous, puissent continuer à les expérimenter. En protégeant vos souvenirs, vous permettez aux générations futures de continuer à allonger votre héritage, et aussi celui de plusieurs groupes de personnes ayant sué sang et larmes afin de vous produire un titre qui, au moins selon eux, cherche à vous transmettre des émotions, des idées, des sentiments. Chérissez votre nostalgie, chérissez vos Madeleines de Proust, et continuez à en parler. C'est votre passion et votre mémoire qui gardent ces titres hors du précipice. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à l'aimer, la commenter, la partager, etc. Et si vous voulez pousser le bouchon un peu plus loin, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre sur YouTube ou venir nous voir sur Tipeee. On a pas mal de choses à vous proposer en échange. Encore un énorme merci, merci aux tipeurs, merci aux membres de la chaîne. Et on se dit à très bientôt sur la zone morte.